Bienvenue à cette conférence de Jean-Michel Berthiaume. Je vais commencer par présenter mon conférencier. Ensuite, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que c'est que la fanfiction. Ensuite, bien sûr, je lui cède la parole. Alors, Jean-Michel Berthiaume est doctorant en sémiologie à l'UQAM. Il est animateur, explorateur de l'espace cinématographique, briseur de quatrième mur et métapasseur de culture pop. Il est auteur de fanfiction du terroir et chroniqueur culturel à Radio-Canada. Donc, le sujet de sa conférence aujourd'hui porte sur l'exploration de la fanfiction. Quelques mots à ce sujet-là. À propos de l'écriture, le romancier britannique Neil Gaiman a déjà annoncé que la meilleure chose qu'un auteur peut faire est de demander « et si ». La fanfiction est une pratique qui poursuit cette logique et qui ne limite pas les propositions. Connue globalement comme une pratique d'écriture non professionnelle qui reprend les univers imaginaires déjà existants pour proposer des extensions et des ajouts au canon littéraire et culturel, la fanfiction a connu un grand essor d'influence dans les dernières années, notamment comme outil d'introduction à l'écriture, ainsi que type d'analyse littéraire précoce. La fanfiction est importante car elle permet d'exprimer la créativité ainsi que les bienfaits de pratiquer cette forme d'écriture libre. Alors, je te cède la parole, Jean-Michel. Merci. Est-ce qu'on est correct, pas de micro? Oui, parce que je deviens très physique, ou du moins très... j'utilise beaucoup mes mains pendant que je parle, puis je ne sais pas si vous avez vu les compilations sur YouTube des gens avec les Wiimotes là, qui finissent par revenir. Ça risque d'avoir l'air de ça. C'est super drôle, mais ça peut un peu déconcentrer à un certain point. Rapidement, pour la fanfiction, je me rends compte que on est dans une présence d'un auditoire assez jeune. Normalement, j'essaie toujours de faire une gradation des connaissances. Du moins, si vous pouvez lever la main, 5 étant une connaissance totale, presque, vous devriez être en train de donner cette conférence-là à ma place, et 1 étant, qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que ça s'écrit en un mot ou en 2 mots? Est-ce que vous pouvez juste lever la main par rapport à ce que vous savez sur la fanfiction? Comme moi, tu vois, je vais y aller à 4, comme quoi je devrais même pas être en train de donner ça. Donc, on sent 3, 1, hop, OK, 3, 0. Noble. OK, c'est pas vrai, c'est bon. Fait que ça, on va tout en sortir enrichi. L'autre truc, c'est est-ce qu'il y a des gens qui en écrivent? 1, 2, OK. Fait que ça, c'est la section qui va hocher de la tête tout le long. Honnêtement, à chaque fois que je donne cette présentation-là, j'ai toujours 2 à 3 personnes. J'ai été faire la présentation au Champlain Regional College à Québec. Puis c'est vous 2 ou vous 3 qui êtes les plus comme tout le long. Le reste, ça peut aller dans des directions assez étranges, pour ne pas dire paranormales, parce que la fanfiction est une pratique littéraire extrêmement ouverte. Autant qu'on a tendance à nommer le fait comme étant quelque chose d'amateur, je préfère renverser ça et de moins... pas nécessairement le connoter comme quelque chose qui n'est pas raffiné ou peaufiné, mais vraiment juste quelque chose qui est démocratisé. La fanfiction peut être pratiquée par tout le monde. Et je vous dirais peut-être après 1 an de faire ces présentations-là, je suis constaté que ça devenait un peu paradoxal de ne pas en faire. J'ai commencé à en écrire après le fait, mais je me suis retrouvé à faire de la fanfiction politique un peu... marginal, mais essentiellement, il y a quelque chose aussi avec la fanfiction, c'est que tu t'envoies ça dans le monde, puis tu t'attends pas nécessairement à ce qu'il y ait du monde qui le lit. C'est quelque chose qui est un exutoire créatif. C'est pour ça que ça se porte très bien dans un contexte scolaire que de parler de la fanfiction, surtout d'un contexte scolaire qui veut mousser le travail d'écriture, d'apprendre à monter une belle histoire, puis bien l'exécuter. Bien, la fanfiction est toujours un très, très bel outil pour ça. Bien, on va commencer dans les fondements pour toutes les 2 et 3 que j'ai vus. Même, on va y aller comme de 1 à 3. La fanfiction, essentiellement, c'est un processus de lecture, en fait, et de réécriture ensuite. Donc, je traduis librement qu'est-ce qui est écrit ici. Qu'est-ce que tu fais? J'ai présentement énormément d'émotions non fictives à propos de personnages fictifs. Ah, pardon, je veux dire, je suis en train de lire. C'est définitivement un des premiers processus qu'on apprend lorsqu'on ouvre un livre, c'est de faire une translation entre l'activité de décodage, qu'on peut dire, là, les mots, et on sait ce que ça veut dire, et ces mots-là qui vont nous procurer des émotions. La fanfiction, c'est une extrapolation sur cette émotion-là, puisque c'est une pratique d'écriture qui prend dans son centre
un enthousiasme débordant par rapport à un produit central. Je vais arrêter de parler avec les gros mots de l'université. Essentiellement, c'est la fanfiction, ça part du fait qu'on a tellement aimé une production culturelle, que ce soit Harry Potter, que ce soit Game of Thrones, que ce soit le groupe One Direction, que l'on décide de continuer ces histoires. One Direction est un exemple un peu daté, si je comprends bien, mais c'est un exemple de taille quand on vient de parler de fanfiction, parce qu'il y en a une pléthore de fanfiction qui a été écrite sur Harry Styles, notamment. J'en ai pas lu beaucoup parce que je connais pas très, très bien le band, donc quand je lis la fanfiction, ça m'échappe un peu. Bref, la fanfiction, dans son centre, c'est essentiellement d'aimer quelque chose et de vouloir faire continuer, faire progresser, de faire durer ce plaisir-là. Donc, des gens, par exemple, qui vont prendre le canon de Potter au complet et dire « me semble que cette partie de l'histoire reste à être comblée et pourquoi pas, je vais m'y mettre ». Donc, comme je vous dis, dans le cœur, la substantifique moelle de la pratique de la fanfiction, on a ces émotions non fictives pour des objets fictifs. Mais, comme je parlais tantôt, en fait, comme Sylvie a cité Neil Gaiman est un grand défendeur de la pratique de la fanfiction, puisqu'on se retrouve à avoir des camps aussi qui disent, de par ses attributs un peu amateurs, que c'est non pas à reléguer dans les ligues mineures, mais que ça se discute, pas toute fanfiction est bonne. Mais à mon avis, peu importe le type de qualité, la fanfiction, elle est importante parce que c'est la prise d'une voix, comme je vous dis. C'est vous autres qui, vous autres, je vais vraiment considérer que vous êtes tous en train d'en écrire une présentement pendant la présentation, malgré que je fais de la fiction. C'est vous autres qui décidez de ressortir ces émotions-là, ressortir vos talents d'autrice et d'auteur, c'est ça. Gaiman explique que la grande question qu'on se pose quand on est un auteur, c'est « et si? What if? » Mais la fanfiction devient cette question-là amplifiée, amenée à un autre niveau. What if au prochain niveau? Et là, on va voir plus tard dans la présentation tous les types, ou du moins une espèce d'abécédaire rapide des types de fanfiction. Fait qu'il faut aussi prendre en considération qu'il y a énormément du grappillage, si on peut dire, artistique. On va chercher, on va piller dans nos sources, piller dans nos inspirations, piller dans notre expérience, même quand on fait de la fanfiction. Et on peut aller chercher, comme là, l'exemple de Spock, j'allais dire Shatner, c'est à quel point est-ce que... Spock, Kirk et, tu vois, ça c'est pas McCoy, c'est Scotty, deviennent, on va revenir un peu par rapport à l'histoire, deviennent des canevas de création vraiment importants. Ça vous échappe peut-être, on a un petit gap générationnel ici. Même moi, j'ai un gap générationnel par rapport à cette production des années 60. Mais Kirk est vraiment un personnage le fun à écrire. On a le droit de le prendre, on a le droit de faire n'importe quoi. Puis c'est super agréable. Nonobstant le fait qu'il est un diplômé de Concordia et quelqu'un de l'île de Montréal. Donc, vous avez cette façon, cette perspective de façonner la fanfiction comme étant quelque chose d'extrêmement noble. Je préfère vous le dire en rentrant de jeu parce que j'ai tendance à empouler cette noblesse-là. Je trouve que la fanfiction est quelque chose de délicat et quelque chose de précieux et quelque chose d'extraordinaire. Là où on a tendance à toujours utiliser ces termes-là par rapport à la littérature institutionnelle, une fois qu'elle est éditée et imprimée dans un livre, qu'elle arrive dans une bibliothèque, là, ça devient une œuvre d'art. Moi, je suis beaucoup plus du camp que la fanfiction est un lieu, comme je disais, foisonnant, avec tout cet enthousiasme et tout ce débordement d'idées et d'énergie. Historiquement, non, je vais vraiment... oui, en même temps. Je m'éloigne de mes notes, donc je me rends quand même assez loin. Il y a quelque chose de très important quand on prend la notion historique de la fanfiction, c'est que c'est un genre qui est dominé par les femmes. C'est vraiment à 80% des femmes qui écrivent de la fanfiction, même qu'en 1970, on a recensé 83% de la production de la fanfiction de Star Trek était écrite par des femmes, et en 1973, ça montait à 90%. Donc, c'est vraiment pas une force négligeable. C'est un grand, grand lectorat, parce que, on sait aussi que ça a été prouvé qu'il y a un plus grand lectorat du côté des femmes que chez les hommes. Mais les statistiques m'échappent, mais on le sait bien que les femmes sont des plus grandes lectrices. Et dans l'idée de vouloir redonner ou de vouloir créer, il y a aussi cette immense proportion féminine. Je me rappelle, je crois que c'est la dernière fois que j'ai donné cette conférence-là. En plein milieu, j'ai eu un moment très proustien, un moment de Madeleine
je parle toujours de Proust parce que je dis, bon, quand Proust a dit, quand on a demandé à Proust qui était Madame Bovary, il aurait, de façon très célèbre, répondu « Bovary, c'est moi ». Donc, cette idée-là d'être un grand lecteur et une personne qui aime explorer l'imaginaire dans ses plus grands fonds, bien, inévitablement, peut-être que Baudelaire avait dans sa tête... Baudelaire, j'ai dit Baudelaire depuis tantôt, maintenant? J'ai dit Proust, OK, pardon. Une erreur qui fait tomber tout le château de cartes, on s'excuse. Proust s'est mis dans s'est biographisé, ou du moins il a eu à construire un personnage féminin pour être cohérent avec cette idée-là de lectrice et d'autrice. Où en étais-je? Vous voyez comment est-ce que je peux très aisément trébucher sur n'importe quoi? Il y a quelque chose de très important par rapport à cette proportion féminine. Une autre des proportions qui est assez impressionnante à mon avis, c'est qu'on a évalué que la fanfiction entretient ou est le tiers de la production littéraire sur le web. Donc, autant qu'il y a ces idées-là que 97% du web est de la pornographie, bien, un tiers de la littérature sur le web, c'est de la fanfiction. C'est encore un corpus immense qui se décline dans des chiffres impensables. After, qui est une fanfiction de Anna Todd, qui date de 2013, je reviens à One Direction ici, elle a été lue en 2014, donc il y a 5 ans, 1 milliard de fois. C'est un immense succès. En termes de succès, on se retrouve aussi à avoir toute la chaîne que je pense que vous êtes très familier avec, entre Buffy, Twilight et 50 Shades of Grey. Quand on dit à un auteur que Fifty Shades of Grey a vendu 125 millions de copies dans sa première année, c'est des chiffres qui sont absolument impossibles si on regarde le marché actuel. Et pour expliciter cette chaîne-là, elle est très intéressante, elle va revenir dans l'aspect légal de la fanfiction tantôt. Buffy the Vampire Slayer, avec le personnage de Buffy et le personnage de Angel, et peut-être un peu modelé le personnage de Spike, sont les inspirations principales pour faire Twilight. Donc, Bella, Edward et Jacob sont à la manière un peu retravaillée via la fanfiction de ce triptyque-là. Et 50 Shades of Grey est un retravail sur ce travail initial-là, qui prend, par exemple, Buffy dans le rôle de, vous m'excuserez, la protagoniste de 50 Shades of Grey, que je ne suis pas capable de nommer, et Angel et Spike dans une espèce à la fois de relation extrêmement aristocratique, mais S&M. Il y a une combinaison entre les deux personnages pour le gars dans 50 Shades of Grey, que je vous implore, je ne sais pas c'est quoi leur nom, je m'excuse. Donc, on se retrouve à avoir des chiffres extrêmement intéressants. Puis bon, je viens quand même d'un background en littérature. J'ai fait un bac et une maîtrise en littérature. Ça m'intéresse toujours d'aller travailler avec le texte. Mais quand on me dit, par exemple, que fanfiction.net a 40 000 fanfictions individuelles recensées sur Star Wars, sur leur site, ou 114 000 pour Supernatural, 743 000 histoires individuelles portant uniquement sur Harry Potter, c'est un corpus que moi j'appelle non négligeable. Et autant qu'on peut s'amuser à dire « oui, mais c'est de la pratique amateur, ça ne prend pas en considération tout ce travail éditorial », c'est une mastodonte. Il faut prendre en considération la fanfiction, à la fois dans les chiffres, mais aussi, pour revenir à mon introduction, parce que c'est une voix. C'est, dans le cas de Harry Potter, 743 000 voix qui ont décidé de faire « ah, il me semble que moi, ça serait intéressant de dire ça, de raconter ceci, d'explorer cet aspect ». Et en théorie de la littérature, il faudrait prendre ça en considération. Historiquement, ça n'a pas parti de nulle part. Il y a des prétextes. En fait, on dit toujours ça, que l'histoire ne se situe pas comme une date bien précise. Si vos professeurs d'histoire n'ont pas fait cette distinction-là, bien, reprenez-les, parce que c'est pas comme si les choses du jour au lendemain apparaissaient ou du jour au lendemain disparaissaient. Mais nous, pour l'usage historique, on a tendance à toujours dire que la fanfiction, elle a commencé en 1967 avec un texte extrêmement étrange qui s'appelle Spokonalia. Spokonalia est une anthologie de plusieurs textes, et dans une de ces anthologies-là, il y aura un texte fondateur qui est à la fois un des grands textes qui est étudié en fanfiction, mais aussi le premier texte étrange qui a ouvert des grandes portes dans la fanfic, notamment la slash fiction. Spokonalia sera toujours cette espèce de point de référence par rapport à la fanfiction, parce que une autrice, dans le texte, a décidé d'écrire une histoire d'amour entre le personnage de Kirk et de Spock, qui est devenue la toute première slash fiction.
et qui a amené ce vent-là de slash fiction que si vous êtes un tantinet familier avec la fanfiction, vous, inévitablement, avez entendu parler d'une slash fiction. La slash fiction, c'est essentiellement de prendre deux personnages du même sexe et de les mettre en relation, ou du moins d'aller lire des indices dans le texte qui nous diraient qu'il y a une relation à la fois qui peut être tout autant sentimentale qu'érotique. Il y a énormément de réécriture de Star Trek qui a été faite dans cette relation fusionnelle, passionnelle, érotique entre le personnage de William Shatner et le personnage de Leonard Nimoy. Ça a commencé en 1967, c'est pas si nouveau que ça. Évidemment, tout ça a commencé dans des processus d'auto-impression, si on peut dire. La fanfiction commence historiquement à être comprise avec la montée du fanzine. Le fanzine, c'est ce petit fascicule aisément reproduisible qu'on passait dans des conventions. Si vous regardez des vieilles photos du défunt Jack Layton, on le voit en costume de Star Trek en train d'échanger des fanzines. Moi, ça me touche. Malheureusement, c'est un grand fan qu'on a perdu. Il y avait, et ça existe encore, ces types de foires. Actuellement, si vous regardez un peu dans la scène québécoise, vous allez voir énormément de poésie qui est distribuée à travers ces canaux-là, les canaux du fanzine. Je prends un petit moment. Ah oui. Je dois vous aviser aussi, normalement je vais faire une introduction, mais je vais faire un peu de non-linéaire actuellement. Si je ne suis pas clair, s'il y a un moment que vous désirez plus de détails par rapport à quelque chose, je vous donne l'autorisation totale de m'interrompre. En fait, je vous en prie, je vous en conjure, interrompez-moi parce que j'ai tendance à dérailler. S'il y a un moment où il y a quelque chose qui m'intéresse trop, je vais aller dans une autre direction. Puis si vous me voyez aller trop loin dans cette direction, s'il vous plaît, soyez mes balises, ramenez-moi. Parce qu'il y a des termes et il y a des mouvements par rapport à la fanfiction que j'ai totalement intériorisés. Et ça fait en sorte qu'il peut y avoir certains moments où j'ai l'impression de me parler à moi tout seul parce que je suis rendu sur la slash fiction de Supernatural qui s'appelle de la Wincest, parce que c'est deux frères, donc évidemment qu'il y a de l'inceste, mais c'est les frères Winchester, fait qu'on appelle ça de la Wincest. Ça devient peut-être les points précis que vous allez, à certains moments, potentiellement vouloir que je précise. Bref, je reviens à mes fanzines. La première pratique de fanfiction était dans ces petits fascicules aisément échangeables qu'on chargeait ou pas. Essentiellement, qu'est-ce qu'on disait, c'est j'ai écrit ce truc-là sur ma machine à dactylo, je l'ai reproduite de façon assez crude, je te le passe, lis ça, et il y a eu tout ce mouvement-là d'échange de textes. C'est de là que Spokenalia a été conservé pour des raisons historiques, mais il y a beaucoup de ces fanzines-là qui se passaient comme... À l'époque, on se faisait des échanges de cassettes. On appelait ça du tape trading. Des gens qui enregistraient la radio pour avoir les meilleures chansons, puis ensuite, ils faisaient une compilation, puis ils passaient cette cassette-là, puis c'était une ressource incroyable de pouvoir avoir la cassette de quelqu'un qui a un excellent goût musical, puis là, tu découvrais plein de trucs via ta cassette. La même chose s'est faite avec les cassettes VHS. Je me rappelle, lors de mon adolescence, essayer de trouver des films asiatiques extrêmement cryptiques. Il y a quelqu'un qui avait une copie de Better Tomorrow 2 qui traînait, puis on se la doublait, puis on s'en passait. Il y a eu énormément de ce genre de dynamique-là dans l'émergence de la fanfiction. Mais évidemment, quand le web est arrivé, c'est là où ça a tout changé. Je me rends compte que je dois être un peu cohérent avec cette idée-là de l'ère numérique. Avec l'ère numérique et la fanfiction, on a commencé à voir l'émergence des sites comme celui-ci, qu'en fait, je le place pour démontrer que X-Files a été vraiment un grand fandom pour le développement de la fanfiction et aussi pour le développement de la présence en ligne de ces fans-là. Fait qu'actuellement, je suis convaincu que vous êtes minimalement familier avec Leaky Cauldron ou Pottermore, qui sont des sites institutionnels immenses pour le fandom de Harry Potter, puis sont extrêmement bien faits et sont bien entretenus. Il y a des gens qui sont payés pour le faire, mais à l'époque, ça ressemblait à ça. Les gens n'étaient pas nécessairement payés pour le faire, mais le faisaient par pure passion, par pur enthousiasme. Fait que je prenais vraiment ici un des grands canevas parce que X-Files a été, comme je vous disais, un des grands fandoms où les gens étaient à la fois extrêmement intrigués par toutes les histoires de monstres, les histoires de surnaturel, et aussi l'histoire interne entre les personnages, mais aussi des grands fans du web. Donc, des gens qui savaient coder, des gens qui savaient bonifier leur site web et qui savaient travailler pour faire des trucs qui, pour vous autres, ont l'air peut-être banal, mais qui, à l'époque, étaient extrêmement impressionnants. Quand on voyait ça, on faisait « Wow, ils ont tout fait! C'est incroyable! » Il s'est fait la même chose avec des trucs comme Star Trek, les Usenet Newsletters. Celui-ci, historiquement, précède celui d'X-Files, mais je vous ai donné un petit exemple de quoi ça avait l'air à l'époque.
C'est un petit point, ça? Yeah, c'est un petit point. Ici, vous voyez Usenet, les newsgroups. Essentiellement, on avait ces mini-pièces, si on peut dire, le alt-binaries. Donc, on faisait des... ça, c'est pour vous ramener au web archaïque. Ce qu'on faisait, c'est qu'on rentrait, on postait notre message, on devait déconnecter de cette plateforme-là et ensuite reconnecter pour qu'à la connexion, on fasse ce qu'on appelle un refresh. Donc, ce n'était pas du texte qui défilait en temps réel. On écrivait notre truc, mais en fait, qu'est-ce qui se passait pour la majorité des pratiques? C'est les gens, ils rentraient de l'école le soir, lisaient tout ce qui avait été posté durant le jour, postaient leurs réponses, débranchaient le truc, allaient dormir, se réveillaient le lendemain matin, rebranchaient le truc, on faisait un retéléversement des informations, on lisait tout ce qui avait été dit pendant la nuit. C'est essentiellement ça, c'était des grands marathons de lecture qui se faisaient de cette manière-là. Aussi, je trouve que c'est un bel exemple parce qu'on se rend compte que ça n'a pas toujours été ça n'a jamais fondamentalement été un Éden d'entente et de tout le monde trouve que c'est extraordinaire. Comme on peut le voir juste ici, Ensign, Wesley, Die, où on avait vraiment une chambre qui servait essentiellement seulement à ventiler sur la haine qu'on avait autour du personnage de Wesley Crusher, qui est interprété par Will Wheaton, un des grands... en fait, c'est lui qui est derrière Geek and Sundry. Il continue à travailler dans le domaine du geek. Donc, on a aussi Altborg Wesley qui nous disait on aimerait vraiment ça, que Wesley finisse par se faire assimiler par les Borg. Ça, c'est dans votre encyclopédie personnelle. Ça se passe très bien de mon bord. C'est quoi les autres? Ah, oui. Donc, évidemment, je devance un peu tout l'aspect légal, mais je ne peux pas passer sous silence cette idée mercantile. Parce que, comme je vous le dis, on passait ça par passion, c'était des reproductions très amateurs, mais il y a énormément de labeur par rapport à construire et à lire une fanfiction. On est même rendu qu'on a non pas une hiérarchie, mais une espèce de grille fonctionnelle de comment faire une fanfiction. Tu as ton auteur original, la majorité des... Bon, là, je ne devrais pas utiliser le masculin parce que, comme je vous disais, c'est majoritairement féminin. Les autrices ont ce qu'elles appellent des bêtas. Donc, des bêtas, c'est pas des petits poissons, vraiment des personnes qui relisent et qui disent « Ah, bien, à ton acte 3, on a une faiblesse ». C'est essentiellement une petite armée d'éditrices qui viennent offrir support pour s'assurer que ce texte-là est complété. Pour les gens qui n'ont jamais lu de fanfiction, il y a quelque chose de très intéressant ici, c'est qu'il y a une pression à degré variable dans les communautés de compléter son texte. Les gens ont une fureur, ont une espèce d'enthousiasme, mais c'est vraiment une fièvre pratiquement à voir une fanfiction complétée. Donc, les autrices ont tendance à aller chercher des ressources dans la communauté qui veulent que cette fiction-là se termine. Et c'est là où ça devient un projet collaboratif parce que tout le monde veut offrir à la personne qui écrit la fanfiction tous les outils possibles pour arriver à la conclusion. Parce que sur le web, de toute la communauté de lectrices et lecteurs qui attendent impatiemment la fin. Donc, on voit l'émergence de ces espèces de microcosmes-là où tout le monde est en train de travailler pour cette personne-là. Tout le monde essaie de donner un coup de main pour que cette personne-là ait à la fois des ressources, ça peut aller jusqu'à des ressources monétaires, mais des ressources de temps pour qu'on le finisse. Imaginez qu'à chaque fois que vous embarquez dans un excellent livre, ça arrête à la fin du premier chapitre, puis il faut que tu attendes 2 semaines pour avoir le deuxième chapitre, ainsi de suite. Je pense que vous pouvez un peu vous imaginer ce genre de tension puis de volonté. Il faut que ça arrive, je veux voir c'est quoi la fin. Donc, il y a une structure informelle autour de cette fin-là. La structure informelle, je dois encore le répéter, n'est pas nécessairement rémunérée. Il y a une problématique très importante dans le sein de la fanfiction, à la fois du fait que c'est non rémunéré et aussi du fait que c'est du travail, du labeur non payé, majoritairement féminin. Ça fait toujours que la fanfiction est en train de trouver des manières financièrement, mais aussi d'offrir un avantage à ces créatrices-là. Puis ça, on peut vraiment pas... Le plus qu'on recherche la fanfiction, le plus qu'on constate que l'idée que c'est d'évaluer culturellement, l'idée que c'est ça, que c'est du travail passionnel, et l'idée que c'est majoritairement des femmes, ça fait en sorte qu'on a définitivement une problématique. Mais en même temps, en ayant cette problématique-là, les grandes avancées qui sont faites dans ce domaine-là ont été faites par des femmes. Je pense notamment au Lentz versus Universal, qui est un cas légal extrêmement important. Au Canada, ça ne s'est pas encore déroulé de cette manière-là, mais Lentz versus Universal, c'est un moment où Universal a décidé de poursuivre une femme qui faisait une fanfiction et elle a réussi à gagner.
autant que c'est elle qui a gagné le procès, il y a eu énormément de travail. Ces communautés-là externes de support sont venues aider Lentz pour s'assurer qu'elle ne se fasse... Bien, en fait, pour s'assurer qu'elle s'en sort, mais aussi pour s'assurer qu'il n'y a pas de précédent légal par rapport à ça. Parce qu'évidemment, si tu mets à écrire une fanfiction de One Direction qui est lue 1 milliard de fois, ben les propriétaires de la propriété intellectuelle de One Direction va évidemment vouloir aller chercher un peu d'argent ou de visibilité par rapport à ça. Bien, Lentz versus Universal a vraiment cimenté l'aspect légal que l'on qualifie sous l'expression « fair use ». Et c'est ici où, légalement, le fair use canadien est complètement différent. On n'est pas nécessairement... Bien, non pas complètement différent, mais il n'y a pas eu de ces grands procès célébrés autour de la propriété intellectuelle canadienne. Fait qu'essentiellement, on se retrouve dans un autre microcosme, mais aux États-Unis, il y a énormément de progrès, notamment le Organization for Transformative Works, le OTP, dont on va parler tantôt. Puis OTP, c'est vrai que ça fonctionne par rapport à quelque chose d'autre. Fait que je ne voulais pas non plus passer sous silence cet aspect-là d'un labeur non payé puis de l'argent, puis de dire on fait ça pour l'amour. Mais autant que faire ça pour l'amour, ça a toute la noblesse d'être véritablement passionné par rapport à son sujet, bien, ça ne paye pas les comptes. Fait que c'est là où il faut toujours faire attention, puis je ne pourrais pas l'ignorer. Là où il y a un apport par rapport à toute la noblesse de la pratique de fanfiction, elle nous vient de Henry Jenkins, qui est un grand penseur par rapport à la culture populaire, qui est actuellement dans un espèce de processus d'ouverture des vannes par rapport à tout ce qu'il a appris. Puis tous ces étudiants et étudiantes, qui essaient vraiment d'augmenter la visibilité de ces esprits de recherche-là. Et il dit que la fanfiction est en quelque sorte un procédé artistique qui sert à réparer des œuvres brisées par un système social, par exemple, ou un système corporatif. Fait qu'essentiellement, ce qu'il dit, c'est que s'il y a une faille dans une histoire, une incohérence, ou le fait que, l'exemple qui me vient à l'esprit, évidemment, c'est tout ce qui s'est passé avec Hermione. Hermione, on a eu longtemps... Oh, c'est bon, ça fonctionne. Hermione, il n'y a rien dans le texte fondamental qui nous donne son origine. On ne sait pas elle vient de où. Hermione n'est jamais nécessairement décrite. On ne sait pas qu'elle est caucasienne, essentiellement. Ça a fait en sorte, il y a quelques années, qu'il y a eu Black Hermione, qui est le gros mouvement qui ont fait, si ce n'est pas écrit dans le texte, on a le droit de l'interpréter comme on veut. Et pour nous, dans notre canon de tête, on appelle ça le headcanon, Hermione est afro-américaine, bien afro-britannique, dans ce cas-ci. Et c'est une interprétation qui fonctionne, qui a été reprise. Je crois que J.K. Rowling elle-même a été de l'avant en disant, si moi je ne l'ai pas écrit, vous avez totalement le droit de l'interpréter de cette manière-là. Il s'est fait de même avec Dumbledore. Dumbledore is gay. C'est une interprétation de la communauté. C'est énormément de fanfiction qui a été écrite autour de ce personnage-là en lui disant, en disant que le personnage était homosexuel. Et puisque le texte ne disait pas l'inverse, on avait le droit d'interpréter dans cette manière-là. Et dans ce cas-ci, ça devient un peu à l'image de ce que Jenkins dit. On répare quelque chose. On regarde Harry Potter, on dit il n'y a pas de personnage homosexuel, puis il n'y a pas de personnage africain. Pourquoi est-ce qu'on n'en inventerait pas? Ou pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas, on ne proposerait pas une interprétation, une analyse du texte qui pourrait combler ces manques-là? Fait que Jenkins a une lecture extrêmement politique de la fanfiction. Il dit quand tu vois qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ou quand tu vois que tu n'es pas représenté dans un fandom, la fanfiction peut te permettre de venir colmater cette brèche-là et venir l'écrire toi-même pour s'insérer soi-même dans l'histoire. On va parler des Mary Sue tantôt, mais ça, c'est un autre truc. Dernière affaire par rapport à l'industrie, si jamais vous vous retrouvez à vouloir faire des recherches ou des études, faire peut-être juste fondamentalement un travail là-dessus, considérez ou soyez avertis que le Japon ne fonctionne pas du tout de cette manière-là. Là où nous, en tant que Canadiens et Québécois, on est à proximité des États-Unis, le système de propriété intellectuelle aux États-Unis nous a un peu teintés, si je peux dire. Ou du moins, on a le même code culturel, moral, éthique, politique, économique. Au Japon, copie-moi, il y a une immense ouverture par rapport au plagiat, mais le plagiat ouvert, le plagiat annoncé. Ça fait en sorte que des chaînes d'influence, quand on fait, par exemple, de l'étude littéraire pour des mangas, on peut beaucoup plus jouer avec la généalogie des textes. On voit que Naruto, c'est clairement un calque de Dragon Ball, mais qu'il y a un point où il a réussi à glisser un peu autour pour faire en sorte que ça ressemble dans sa structure, dans ses fondements à Dragon Ball, mais que les deux auteurs se sont entendus en disant que c'est des productions différentes. Malgré que le créateur de Naruto l'a dit qu'il a commencé en faisant du Dragon Ball. Au Japon, il y a beaucoup plus d'ouverture par rapport à, non pas nécessairement ce plagiat, mais cette influence.
C'est correct d'être influencé. Et il y a une confiance aussi fondamentale par rapport aux lectrices et aux lecteurs au Japon. Parce qu'ils se disent, si, là je reprends l'exemple de Naruto, si les gens deviennent fans de Naruto, et le créateur de Naruto fait une sortie publique en disant « Moi, Naruto, c'est à partir de Dragon Ball », les créateurs ont cette confiance que les lecteurs de Naruto vont avoir une curiosité, non pas tout le monde, mais assez pour retourner à Dragon Ball et donner un second souffle à ce produit-là, à cette propriété intellectuelle. Il y a cette dynamique-là qui fonctionne dans le manga. Ça fait en sorte qu'il y a de la production de manga comme c'est incroyable. Autant que nous autres, on a l'impression d'en avoir beaucoup. Moi, je trouve ça toujours très impressionnant d'aller à la bibliothèque municipale et de voir les tablettes. Il y en a. On le sait qu'on reçoit à peu près ça de la production du manga en Amérique du Nord. Il y en a. C'est incroyable. Fait qu'il y a un argument ici politique et esthétique pour la fanfiction en disant le plus qu'on distribue, le plus qu'on partage cette appréciation-là, le plus que ça va, je reviens encore avec le terme, foisonner. Pas techniquement, mais théoriquement, juste quelques petits usages, parce que je donne souvent ce cours-ci dans des classes d'art, dans des classes de littérature, ainsi de suite. Il y a deux façons de traiter la fanfiction. On part au début avec Jenkins et Lévi-Strauss, puis de l'autre côté, on a plus de Certeau et Samuel Archibald qui en a parlé dans Épître au geek. C'est de la perspective de Jenkins, Lévi-Strauss, on pense fondamentalement à cette idée-là de braconnage. Il utilise beaucoup le terme braconnage pour expliquer la fanfiction. Bon, évidemment, Lévi-Strauss en parle de braconnage. Lévi-Strauss, c'était vraiment comme quelqu'un qui s'occupait, qui regardait les dynamiques interespèces. Henry Jenkins utilisait plus le terme poaching, qui est une traduction plus ou moins directe de braconnage. Mais ce terme-là est très connoté par le fait qu'on rentre dans un écosystème, on tire de quoi, on part avec et on l'amène chez soi. Le braconnage est très mal vu, et avec raison. Ça peut être dévastateur pour des écosystèmes. Mais la signification de ce mot-là, à mon avis, ne se porte pas très, très bien à la fanfiction. Parce que quand tu t'en vas dans Harry Potter, puis tu tires quelque chose, puis tu l'amènes chez vous, tu n'es pas vraiment en train d'enlever de quoi à Harry Potter. Puis c'est là où le contre-terme, si on peut dire, fonctionne beaucoup mieux. Puis le contre-terme, c'est le bricolage. Puis le bricolage, c'est, on va aller chercher un petit morceau, on va l'amener ici, puis on va voir si on peut le réagencer dans un autre contexte ou dans un autre canevas artistique. Fait que, à mon avis, vous pouvez vraiment faire beaucoup de chemin en observant la différence entre ces termes-là, poaching et braconnage, parce qu'évidemment, les deux autres sont francophones. Ça, c'était ma petite minute étude littéraire. Les types, ici, on va s'amuser vraiment plus. Il y a plusieurs types, il y a plusieurs genres, il y a plusieurs traditions. Ça devient, la fanfiction, comme je vous disais, est tellement un vaste champ de possibles que je ne peux pas correctement convier dans la prochaine... 25 minutes, ça n'arrivera pas, ça. Non, ça va 40 minutes facile. Même une heure. Si on m'avait invité pour parler simplement des types de fanfiction, je n'aurais pas pu faire le catalogue au grand complet, je n'aurais pas pu me rendre à tous les genres, parce qu'il y a autant de genres qu'il y a d'imagination. On va se rendre assez loin, mais je ne les ferai pas toutes. Les types sont très simples, c'est des types de façon de raconter une histoire. Fait qu'essentiellement, on commence avec... Ah, vous m'excuserez, c'est les versions anglaises. Je vais traduire très rapidement. L'intrigue principale qui devient la ligne rouge et l'intrigue de fanfiction qui devient la ligne bleue. Donc, quand on pense à une fanfiction de type extensive, c'est on arrive jusqu'à la fin de Harry Potter se bat contre le gars pas de nez, il réussit à battre le gars pas de nez, puis après ça, ils disent « Ah, ça va être super le fun, tout le monde va être vraiment cool, puis il va avoir une belle vie. » Puis là, il y a quelqu'un qui fait « Ouais, mais je serais quand même curieux de savoir comment Harry Potter a acheté sa première maison. » Puis là, ils vont écrire cette histoire-là qui devient essentiellement cette ligne bleue-là, là, comme Harry Potter sur le marché de l'immobilier. C'est « Ah, OK, ouais, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait quelqu'un qui fasse ça. » Mais je peux pas mal vous assurer qu'il y a quelqu'un qui l'a fait. Fait que ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle quelque chose de peut-être un peu plus straight, un peu plus direct. On comprend que ça fonctionne de cette manière-là. Sinon, il y a l'addition. L'addition est vraiment intéressante, c'est de prendre un moment extrapolé sur ce moment-là. Fait que vous voyez, on s'étire d'un côté, on s'étire de l'autre et on se dit... Toute cette histoire-là se passe pendant ce moment-là. Harry Potter, entre le 4e et le 5e livre, il est allé s'acheter une maison. C'est un exemple. L'altération, bien ici, c'est de prendre un point puis de diverger, faire complètement un changement dans l'histoire puis de dire, à ce point-ci, Harry Potter a décidé de ne pas se battre contre le gars pas de nez puis il est allé s'acheter une maison. Excusez, c'est totalement aléatoire comme exemple. Harry Potter achète une maison va devenir mon exemple d'usage aujourd'hui. Et si vous n'avez un meilleur à proposer, manifestez-vous.
Ça se passera pas. OK. Je l'aime de toute façon. Le different POV, bon, évidemment, c'est un point de vue, donc ça change totalement. Ici, dans le cas de Harry Potter, achète une maison. Il finit avec Luna Lovegood, c'est ça? Je me trompe-tu? Il termine sa relation. Lui, il est en couple. Harry Potter, est-ce qu'il termine en couple? Oui, Ginny, excusez. Hey, wow. C'est les lumières. Oui. Donc, il y a un moment à la fin du deuxième livre où il décide, bon, il n'avait pas rencontré Ginny à ce point-là, mais il décide d'aller acheter une maison. On raconte l'histoire du point de vue de Ginny à ce moment-là. En fait, ça ne fonctionne plus à ce point-ci. Ça serait essentiellement comme si, tout d'un coup, dans l'histoire de Potter, on changeait, puis on commençait à raconter l'histoire du point de vue de Ginny. Mais j'ai un meilleur exemple par rapport à ça. Une pièce de théâtre classique qui s'appelle Rosencrantz and Guildenstern are Dead, que vous connaissez probablement toutes et tous sous le nom de Roi Lion 1,5. Il y a comme une histoire ou une blague qui passe toujours dans les départements de littérature que le Roi Lion, la première production, c'est Hamlet de Shakespeare. Roi Lion 2, c'est Roméo et Juliette de Shakespeare. Et Roi Lion 1,5, qui est essentiellement l'histoire du 1 racontée du point de vue de Timon et Pumbaa, c'est un pastiche d'une pièce de Tom Stoppard qui s'appelle Rosencrantz and Guildenstern are Dead. Donc, Rosencrantz et Guildenstern sont morts. Si vous avez lu Hamlet récemment, comme je suis convaincu que vous avez tout fait, il y a cette ligne-là qui apparaît à la fin, mi-quatrième acte, je crois, où là, il commence à avoir une espèce d'hécatombe, ça saigne de partout. Et il y a une servante du château qui débarque sur scène et qui dit « Rosencrantz et Guildenstern sont décédés ». Et honnêtement, on a juste vu Rosencrantz et Guildenstern au début de l'histoire, quand Hamlet débarque, puis les deux sont en arrière en train de se tirer le nez, puis tout. Cette ligne-là, elle est extrêmement intéressante, ou du moins pas intéressante pantoute, parce qu'on n'en a vraiment rien à battre de Rosencrantz et Guildenstern dans l'histoire. Ils ne sont pas du tout importants. Mais Stoppard, en voulant flipper un peu l'histoire de Hamlet, il a raconté l'histoire de leur point de vue et il leur a accordé une forme d'importance. Va de même pour le Roi Lion. Vous allez voir, si vous écoutez Roi Lion 1,5 ce soir, bien endorloté, vous allez voir que tout ça a été provoqué par il y a un suricate et un cochon, le warthog, c'est quoi? Un phacochère. Yes! Il y a du monde qui porte attention. Donc, essentiellement, ça a été comme une longue explication pour le different POV, que vous comprenez bien, le point de vue différent. Sinon, il y a les Drabbles, qui sont des micro-récits saupoudrés un peu de partout, juste pour s'amuser. Il y en a qui sont divergents, il y en a qui sont dans des insertions, et ainsi de suite. C'est vraiment juste de la créativité qui s'exprime. Là, on va vraiment dans le plus loin, le plot, what plot, ou le smut, le NC-17, ou carrément le récit pornographique, il y a un récit pornographique pour à peu près tout ce que vous pouvez imaginer. C'est totalement se sortir de la ligne principale puis dire, là, on va prendre un moment puis on va raconter un débat sexuel entre personnages ou tout seul ou ainsi de suite. On sort. Et pour la dernière, on a je viens de te réparer ça, c'est qu'est-ce que je parlais de l'idée de pouvoir politiquement aller raconter une autre histoire qui venait un peu rafistoler ou corriger certains trucs malhabiles qui sont faits durant l'histoire. Fait que, oui, il y a There, I fixed it for you. Beaucoup de techniques, beaucoup de genres différents. Moi, ceux-ci sont mes genres de prédilection. L'Alternate Universe, qui n'a aucun rapport quand tu es rendu que tu t'en vas dans complètement une autre direction. J'ai lu une fanfiction de Dans une galaxie près de chez vous, dans lequel Harry Potter débarquait sur le Ramano Fafard. Ça n'a aucun sens, mais ça arrive. Et le crackfic, que honnêtement, ça doit être un aussi gros défi à lire que de l'écrire, c'est quand tu te mets à juste... Moi, le lire, j'ai toujours l'impression que la personne a comme pris le livre, a déchiré toutes les feuilles, les a mis dans une boîte, elle les a shakées, puis a commencé à écrire des affaires entre qui n'avaient aucun... Tu sais, il y a du monde qui se retrouve dans des situations absolument impossibles dans la crackfic. Mais l'Alternate Universe, on va en parler tantôt, à quel point est-ce que ça peut devenir bizarre. Il y a deux tensions qui existent au sein des communautés, des gens qui veulent transformer l'œuvre, donc de dire « c'est bien le fun que... » Qu'est-ce que je peux dire? C'est bien le fun que Hulk sacre des volets dans l'univers de Marvel, mais ça serait le fun que Hulk soit une femme. On transforme totalement le canon. On fait « voyons voir si on peut scraper ça. Qu'est-ce que ça va nous offrir comme possibilité créative? » Parce qu'il y a aussi ça par rapport au fandom, c'est qu'il y a une autorité qui est importé par les créateurs et par les personnes qui possèdent ces propriétés intellectuelles-là, de dire « nous, on l'écrit comme ça, nous, on sait, c'est nous qui détient les clés de l'autorité par rapport à ces textes-là. » Mais l'autorité, c'est qu'est-ce que tu crois.
si ça ne tente pas nécessairement de croire à qu'est-ce qui t'est livré, si ça ne tente pas d'aller au cinéma pour aller voir un film de Marvel, mais que ça tente d'écouter la bande-annonce, puis d'après ça, écrire le film que toi, tu penses que c'est, bien, tu as le droit. Eux autres, ils n'ont pas le droit de te dire l'inverse. Essentiellement, le récit qui t'habite et le récit que tu décides de relancer dans le monde, il est valide. Il n'est peut-être pas aussi valide que cette grosse mastodonte commerciale qui est Disney, mais c'est le fun, puis ça se participe, puis ça se propage. Fait que ça, c'est fondamentalement ce que j'appelle le transformatif. Et l'affirmatif, c'est vraiment de revenir sur les codes qui sont imposés et les éléments diégétiques qui sont imposés par cette autorité-là. Ça fait que c'est de dire, le texte se passe de même, il meurt à la fin, il est bien mieux de mourir à la fin, puis il n'y a pas de cheval, laisse-moi tranquille. Ça devient très rigide, mais encore, c'est une forme qui est très valide. Il y a de l'exploration entre les cracks de cette fiction-là, mais on décide de, pour prendre une illustration un peu agréable, on ne déplace aucun meuble dans la pièce. On est vraiment en train de jouer entre, puis là, s'il y a quelqu'un qui accroche un bibelot, puis là, le pingouin, il regarde vers l'est, il n'y a personne qui va être fâché. Du moins, tout le monde va être fâché. Cette référence-là était très cryptique. Je ne me rappelle même pas si c'est un pingouin. Donc, le Fanon devient toute cette encyclopédie. Fanon, évidemment, qui vient de canon, le canon littéraire, qu'est-ce qu'on considère qui est la structure autoritaire sur quelque chose, en disant non, le canon littéraire, c'est les grands poètes, c'est les grands dramaturges. Mais il y a le Fanon, de l'autre côté, qui dit, nous, en termes de fandom, on dit que c'est ça qui compte, on dit que ça s'est passé. Il y a énormément de mouvements actuellement dans le Fanon de Captain Marvel et de l'univers du MCU, parce que depuis la sortie du film, on est un peu en train de réagencer les pièces. Puis on dit, autant que on a deux histoires bien précises, on peut prendre Infinity War, puis on peut prendre Captain Marvel, puis on peut extrapoler sur qu'est-ce qui va arriver. Tant et aussi longtemps qu'on n'a pas vu Endgame, tout ça reste du Fanon. Mais je n'ai pas besoin de vous dire à quel point est-ce que le Fanon se fait aller actuellement. C'est un branle-bas de combat, c'est une déferlante. On a une avalanche d'interprétations qui rend ça super vivant. Là, tout d'un coup, on dit peut-être que la personne qui va battre Thanos, ça va être le chat. Puis ça, honnêtement, ça serait vraiment le fun que ça arrive. Ça, je pense pas que ça ferait plaisir à tout le monde. Moi, ça me ferait rigoler. Puis pour les gens qui n'ont pas vu le film, j'ai essayé de garder ça un strict minimum. Là. Il y a un chat. Je m'excuserai. C'est le moment tendu de la soirée. Tenso. OK. Fait que le Fanon se retrouve à avoir des petits trucs aussi en side, comme on appelle le headcanon. Le headcanon, ça va devenir une interprétation différente d'un texte, mais qu'on décide d'accepter comme étant un canon personnel. Je pourrais essayer de trouver un exemple, mais je suis convaincu que vous avez tous des headcanons un peu quelque part dans votre tête en disant, moi, autant qu'il s'appelle Bruce Banner, tout le monde l'appelle Bobby. Puis il n'y a rien qui est dit dans le film que tout le monde n'arrête pas d'appeler Hulk Bobby, mais c'est vraiment drôle quand tu mets ça dans ton headcanon en disant Bobby, 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 Bobby. C'est cool. Fait que ça, c'est totalement permis et possible dans le fandom. On s'en va dans les sites. Les sites d'hébergement. Je vais peut-être être correct dans le temps, après tout. Ouais. Dans les sites d'hébergement, en fait, il y a des grands enjeux qui sont en train il y a des combats, il y a des enjeux qui se mènent. On voit qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se faire sur les sites. Il y a des... récemment, là, j'ai essayé de le mettre, mais on le voit quand même très mal, là, la ressource. On regarde les popularités des sites. Évidemment, au début janvier, ça a commencé à bouger avec Tumblr, qui a commencé à faire des retraits de matériel. Ça a fait changer les trucs. Mais on voit essentiellement que AO3 et Tumblr sont dans les grandes structures, dans les grandes plateformes qui rendent et qui distribuent et qui rendent disponibles des fanfictions. Là, malheureusement, je ne sais pas, en termes de qualité, moi, je ne suis pas capable d'absolument rien lire. Je ne pensais pas que ça pourrait être aussi grossi. Puis là, c'est la partie où je suis vraiment content que vous soyez tous ici. Ça m'intimide énormément de faire une présentation, mais vous êtes très agréable. Jusqu'à présent, je vous donne encore 20 minutes pour mettre le feu. Donc, vous voyez à peu près, il y a Dreamweaver, il y a énormément de ces plateformes-là. Y a-t-il Twitch? Non. LiveJournal, qui a été très important pendant un moment. Mais essentiellement, les grands combats ou les deux plateformes qui mènent, c'est AO3 et Tumblr pour le moment. Dreamwidth, j'ai dit Dreamweaver, c'est un programme de montage, vous m'excuserez. Dreamwidth, qui est vraiment une plateforme du début des années 2000. Il y a beaucoup de gens qui sont rentrés en fandom à travers cette plateforme-là. Malheureusement, quand il y a une autre plateforme qui est venue donner des meilleurs paramètres, des meilleurs outils, bien, il y a eu une grande migration, puis on a décidé de tout aller vers Wattpad. Wattpad, qui est une autre plateforme, mais que celle-ci, elle a une structure de monétarisation qui est
particulière, qui ne fonctionne pas pour tout le monde, où on se retrouve à être payé au clic ou même insérer des publicités dans nos fanfictions. Ça, c'est drôle parce que la première fois que tu embarques sur Wattpad, il faut que tu fasses une espèce d'arbre d'intérêt. Puis je me suis retrouvé à voir ça. J'ai trouvé ça vraiment intéressant d'avoir des fans des fanfictions de J-pop et ainsi de suite. Ça a bien parti, mon aventure de lecture sur Wattpad. Personnellement, je tends beaucoup plus vers Archive of Our Own. Archive of Our Own est la plateforme la plus militante actuellement parce que je ne vous laisse pas deviner le fait qu'il y a des grandes structures monétaires, des infrastructures de propriété intellectuelle qui n'aiment pas énormément voir leurs produits créer du contenu sur d'autres structures. Fait qu'ils sont comme Disney fait « Ah, ça serait le fun que toute cette fanfiction-là soit la nôtre ». Ou, historiquement, il y a eu des personnes comme Anne Rice qui s'est opposée de façon véhémente à la fanfiction. Plusieurs autres autrices qui ont décidé du jour au lendemain d'envoyer une lettre de préavis, qu'est-ce qu'on appelle un cease and desist. Légalement, c'est essentiellement toutes les fanfictions de l'Estat, on enlève ça du jour au lendemain. Et il y a eu des événements comme on appelle les Great Strike-Through. C'est des événements historiques qu'il y a un matin, tout le monde s'est levé puis ils ont vu que toutes leurs fanfictions sur le vampire Lestat ont disparu parce qu'Anne Rice était comme « Enlève-moi ça, c'est mes doigts ». Excusez, ça devient un peu une caricature, là. Elle a peut-être fait ça de manière un peu plus noble. Mais on a ressenti du côté de la communauté une grande colère de la part de Anne Rice qui disait « Il faut que vous m'enlevez ça ». Il y a eu en fait, je préfère sortir les exemples parce que je ne suis pas 100% certain qui, mais c'est arrivé à quelques reprises qu'il y a des auteurs, des autrices qui ont fait « Enlevez-moi ça, ça m'appartient ». AO3 est la plateforme la plus transparente, si on peut dire, mais AO3 est aussi en liaison avec un fonds de recherche légale par rapport à la fanfiction. Donc, ils sont propriétaires des serveurs, ils ne recevront pas de ces lettres-là, ou du moins, ils savent réagir à ces lettres de retrait de contenu, là, comme par exemple, si Disney envoie une lettre à AO3, bien, ils ont l'infrastructure légale pour être capables de contredire cet avis-là. Donc, AO3 est vraiment un des endroits actuellement où il y a le plus de militantisme par rapport aux droits d'auteur et à la fanfiction. Puis ça fait en sorte qu'il y a plusieurs personnes qui se sentent en sécurité là-bas. Parce que c'est eux autres qui ont... oui, excusez. Bien, je vais y aller rapidement, là. Mais il y a c'est ça, The Organization for Transformative Works. Pardonnez-moi que tantôt j'ai appelé OTP, mais OTP, c'est autre chose. Organization for Transformative Works est cette infrastructure légale qui permet de tenir toute la structure de AO3 de manière legit, si on peut dire. De l'autre côté, juste parce que ça peut servir en termes de parenthèse, on a aussi FEA Copyright Law. Si jamais vous faites de la fanfiction puis vous vous retrouvez dans l'eau chaude, il y a des personnes qui rendent leur temps de manière pro bono, des avocates et des avocats qui disent « Envoyez-moi votre question ou envoyez-moi votre lettre, puis on va essayer de s'arranger avec ça. » Donc, qu'est-ce que je vous disais tantôt par rapport aux ressources de la communauté? Il y en a énormément. Fait que si jamais vous vous retrouvez mal prise ou mal pris, FEA Copyright Law. Je retourne par rapport à Google Drive, qui est vraiment le cheval obscur, le dark horse dans le web actuellement. De plus en plus, une plateforme qui est utilisée pour des chats, parce qu'il y a très peu de regard qui est porté sur Google Docs. Fait que je veux sans trop vous amener à avoir des comportements délinquants. On voit de plus en plus des personnes qui ouvrent un Google Doc, qui invitent leurs amis à participer, à éditer, et qui chattent pendant leur cours sur Google Docs. Ça fait en sorte que tu as l'air d'être en train de travailler. Excuse-moi, Sylvie, je suis désolé, je t'ai vu faire comme... mais Google Docs est vraiment en train de devenir ce type de ressource qu'on voit que la licence, elle est assez claire, il n'y a pas de takedown dans Google Docs, et tout le langage par rapport à la propriété intellectuelle est quand même très transparent. Donc, on ne se ferait pas trop voler nos trucs là-dessus. Puis ça fait en sorte qu'il y a énormément de gens qui créent des fanfictions sur Google Docs et qui partagent le lien très aisément. Ou qui mettent le lien sur une plateforme autre. Ils vont mettre le lien de leur Google Docs sur leur mur Facebook, par exemple. Puis Facebook n'a pas de droit, peut-être un droit de regard évidemment légal, là, je ne voudrais pas mettre le doigt là-dessus, mais ne peut pas aller récupérer les données directement sur Google Docs. Il va falloir qu'il achète quelqu'un d'autre pour faire ça. Google Drive est une très belle ressource actuelle par rapport à ça. L'autre, c'est Tumblr, mais là, il y a eu comme le gros problème avec Tumblr et le Tumblr Purge que je vous disais en janvier, où ils ont décidé de retirer beaucoup de contenu qu'ils considéraient pornographique, mais
une des victimes dans ce takedown-là, qu'on l'appelle, ça a été beaucoup de visages de Benedict Cumberbatch. Il y a des gens qui ont vu toutes leurs photos de Benedict Cumberbatch disparaître du jour au lendemain, et l'excuse, c'était que c'était pornographique. Fait qu'on ne peut pas nécessairement faire confiance aux algorithmes encore, vous êtes safe. Tumblr, comme je vous dis, il y a un immense exode qui est en train d'être vécu par cette plateforme-là, parce que les gens font « nous ne sommes pas en contrôle de notre contenu ». Et si tantôt, je mettais beaucoup d'emphase sur le fait que c'est beaucoup de labeur, c'est beaucoup de travail, bien, imaginez mettre autant de travail sur une fanfiction, puis du jour au lendemain, vous la faire arracher, c'est dégueulasse. Fait qu'on voit vraiment une grande migration actuellement dans les communautés de fanfiction de retrouver des plateformes propriétaires. C'est-à-dire, je veux être propriétaire de mon espace web. AO3 offre ce service-là, Tumblr ne l'offre plus. Et comme je vous disais, Google Drive, Google Doc est un peu une zone liminaire par rapport à tout ça. Ça, c'est mon petit truc à l'ère numérique. Je vais, les informations légales, on le fait, transformativeworks.org, essentiellement ultra intéressant comme ressource. Je ne connais rien de l'aspect légal de la fanfiction, sauf tout ce que j'ai lu sur ça. Puis c'est fascinant. Les avancées, tous les débats qui sont en train d'être faits, beaucoup de débats sur la place publique aussi, où les gens décident de penser à des stratégies. C'est écœurant. FIA, je n'ai pas eu jusqu'à présent de problème. La seule personne qui pourrait me courir après a d'autres choses à faire actuellement. Je laisse le mystère planer. Bon, les genres qui font vraiment sourire moi et tout le monde. C'est un petit échantillon que je vais vous présenter, parce qu'il y en a tellement. Mais on commence évidemment avec le shipping, dont j'ai parlé tantôt, cette idée-là d'avoir des relations amoureuses entre les personnes. Shipping, ça vient de relationshipping. Ça a parti grossièrement autour de X-Files, parce que dans X-Files, il y avait cette tension extrêmement entretenue par Chris Carter, le créateur, entre les deux protagonistes. Donc, on voulait vraiment, ou du moins, il y avait une grande partie du fandom qui voulait absolument que Scully et Mulder se retrouvent ensemble. Et il y a eu les Muldies, il y a eu les Scullers, on fait un peu comme Brad Jelena, toutes ces affaires-là, on fait vraiment des noms de shipping. Le shipping, c'est définitivement une des formes les plus connues. On constate l'absence d'une relation dans une histoire, puis on dit « Ah, ça serait super le fun de faire une relation entre ces deux personnes-là. » Ça va dans toutes sortes de directions, puis ça fait en sorte qu'on se retrouve avec des trucs comme le shipping, parce que là, le slash, c'est beaucoup moins utilisé. Le shipping est vraiment tout type de relation amoureuse, que ce soit amoureux, hétérosexuel, homosexuel, poly, peu importe, c'est du shipping. Mais il y a eu des Harry Draco. En fait, Harry Draco est un grand canon de relations, ce qu'on voulait Harry Potter et Draco Malfoy avoir des moments tendres. Il y a actuellement aussi beaucoup de Reylo, où on n'est pas tout à fait certain si Kylo Ren et Reylo, exactement, qu'on ne connaît pas son nom de famille. C'est pour ça que je n'étais pas capable d'aller chercher. Son frère et sœur, ça fait qu'on veut écrire des histoires où c'est un couple. Beaucoup de shipping je vous dirais, c'est peut-être comme les gros célèbres, mais il y en a. Tantôt, j'ai mentionné les deux frères Winchester et leur Wincest. Le OTP est une autre étape dans le shipping. Le OTP, c'est le One True Pairing. C'est peu importe le chamboulement diégétique ou universel, peu importe comment on réécrit les règles dans l'histoire, il y a un One True Pairing, il y a un couple qui doit absolument toujours être un couple. C'est le duo, le pairing véritable ou transcendantal, si on peut dire. Moi, mon exemple, c'est évidemment Léa et Angelo. C'est un couple que tu ne peux pas défaire. Moi, d'expérience, à chaque fois que je lis une fanfic de Star Wars et que Solo est avec quelqu'un d'autre, ça sonne... j'aime pas ça. C'est eux autres. C'est comme c'est peut-être le couple sur lequel j'ai construit toute mon identité affective, mais c'est eux autres. Il faut qu'ils soient ensemble. On va y aller dans l'émotion. Évidemment, on extrapole sur le One True Pairing. On se retrouve à avoir le OT3, qui est la relation triolique par excellence, le triolisme. Ces trois-là doivent toujours être ensemble. Tu ne peux pas changer Attack on Titan. Eux autres, c'est un couple. Puis tu ne peux pas en enlever un pour faire un pairing. Il faut que ça soit un three-way, un threesome. C'est précis, c'est cristallin. Ça doit être préservé dans les canons, peu importe comment on change les trucs. Bon, évidemment, il y a des gens qui ont des OTP et des OT3 différents. Ça, c'est votre créativité, amusez-vous. Le RPF, celui-ci commence à devenir, est
éthiquement et moralement aussi par rapport à la fiction, est une zone un peu grise. Parce que le RPF, ça se traduit par Real Person Fiction, donc de la fiction de vraies personnes. Ici, ce que je vous présente, c'est une fanfiction que j'aime énormément qui s'appelle Les Citrons, The Lemons. Pour les gens qui pensent champ sémantique, Lemons, Lemonade, c'est une fanfiction qui a été écrite le lendemain de la sortie de l'album de Beyoncé. Et essentiellement, c'est une conversation matinale de déjeuner entre Queen Bey et Jay-Z, où Jay-Z dit « Hey, qu'est-ce que tu viens de me faire? » Puis Beyoncé fait « Tu méritais tout ça. » Et bon, pour les gens qui connaissent un peu l'album, il y a une énorme dénonciation de la part de Queen Bey par rapport à son mari, puis elle dit, elle l'accuse de choses. Et Jay-Z essaie de se défendre dans cette fanfiction-là, réussit pas du tout, parce que Queen Bey, il y a un moment où elle donne un coup de pied dans la table, puis elle part en 4 roues. C'est complètement débile. Mais c'est une œuvre, à mon avis, extrêmement intéressante et importante pour cet empuissancement de la reine Beyoncé. Là où on a quelques personnes, ou du moins c'est toutes des sensibilités différentes, des gens qui ont une forme de récalcitrance par rapport à utiliser des vraies personnes. Parce que quand tu es en train de jouer avec des personnages fictifs, tu peux leur faire n'importe quoi, mais quand on est en train de parler de biographie, il peut y avoir quelques frictions. Il y a des gens qui ont des frictions et des gens qui s'en amusent énormément. On a vu que ça a commencé comme une joke pour Benedict Cumberbatch, puis dans Sherlock. Vous m'excuserez, là, tout d'un coup, l'acteur qui joue John Watson ne me revient pas. Mais au début, il trouvait ça bien drôle que c'était un couple, puis là, tout d'un coup, ça a commencé à devenir too much. Puis quand c'est devenu too much, on avait des réactions publiques de la part de ces acteurs-là qui disaient « Ouais, ça commence à aller un peu... ça va trop loin. Ça commence à créer des affaires beaucoup trop intenses. » J'ai fait une très belle recherche sur le RPF quand j'essayais... belle dans mes standards. Quand j'essayais de vraiment comprendre les tenants et aboutissants, mais aussi jusqu'à où ça peut se rendre, ces affaires-là, je suis tombé dans les RPF de lutteurs. Puis ça devient aussi un monde à explorer. Là, si vous avez la toune de Aladdin dans la tête. La RPF fiction de lutteurs professionnels où, suite à des grands matchs à WrestleMania, par exemple, ils décident d'aller se faire des œufs dans des contextes très intimes, c'est très déstabilisant, c'est très exotique parce qu'on a de ces grandes masses de muscles. Moi, j'ai lu un truc que c'est Dean Ambrose puis Seth Rollins qui se font déjeuner le lendemain d'avoir comme pris une douche ensemble. C'est bien bizarre. Mais j'utilise l'exemple des lutteurs professionnels parce que autant qu'on considère que c'est des personnes, il y a déjà en lutte professionnelle une espèce d'espacement entre le personnage et l'humain. Puis là, on écrit de la RPF où on omet la parapersonnalité de lutteur, puis on y va en utilisant les vrais noms de ces personnes-là qui sont majoritairement reconnus pour être des noms de scène. Fait que vous voyez un peu avec le mouvement de mes mains comment est-ce qu'il y a du brouillement, du fictif, du réel, puis ça fait pas plaisir à tout le monde. Puis ça se comprend très bien. Il faut respecter les limites. Il faut savoir pas les franchir. Là où je parlais tantôt des AU, puis je me disais, hey, on va arriver à quelque part parce que c'est totalement bizarre. Bien, il y a des gens qui réécrivent des histoires canoniques au complet dans des cafés. C'est un genre, ça s'appelle le Coffee Shop AU. Celle-ci, c'est une illustration pour le deuxième film, je crois, d'Avengers, où on a décidé de réécrire l'intrigue complète de Age of Ultron, mais ça se passe dans un café, puis Captain America boit une affaire qui a l'air composée de plus de sucre que de caféine, et doit continuer, puis interagir avec Ultron, qui est une machine à café, non pas un android, et ainsi de suite. C'est super drôle, le Coffee Shop AU. Et autant que ça peut paraître un peu excentrique, c'est très célèbre. C'est très populaire. Il y a beaucoup de monde qui font ces Coffee Shop AU. Je vous encourage, si vous avez des productions culturelles que vous voulez remettre en scène dans un café, allez-y. Vous avez même mon autorisation d'y aller tout de suite. Le Mary Sue est non pas un genre, mais enfin, il l'est en quelque... C'est comme une drôle de zone. Je crois, ou du moins, je crains que la majorité de votre encyclopédie, ou vous dans la salle, quand on vous dit Mary Sue, c'est quelque chose qui est connoté négativement. Parce que, suite à Force Awakens, il y a eu une grande attaque par rapport à la figure de la Mary Sue. Moi, c'est drôle, étant un peu plus vieux, le Mary Sue, ça a toujours été un objet d'empuissancement. Ça a toujours été quelque chose qui servait ça servait de lieu à une force féminine qui s'inclut dans l'histoire. Je vous explique qu'est-ce que c'est un Mary Sue. Ça a commencé dans une fanfic de Star Trek. C'est un personnage qui s'appelait Mary Sue, qui était écrite par une dame qui s'appelait Mary Sue, qui apparaissait du jour au lendemain sur l'Enterprise.
mais elle s'était elle-même mise en scène dans cette histoire-là, avec assez d'aptitude, d'habileté et de connaissances pour être capable de gérer l'Enterprise. Donc, elle se retrouvait égale à Kirk, elle se retrouvait égale à Spock, elle se retrouvait égale à McCoy, et en quelque sorte devenait plus forte que ces trois-là mis ensemble. Donc, il y a eu un débalancement de pouvoir où les gens ont commencé à connoter la Mary Sue comme étant qu'est-ce qu'on appelle un self-insert. Donc, si vous faites une traduction rapide, c'est une insertion de soi dans une histoire, mais en déculpant tes capacités et tes traits de caractéristiques. Ce qui fait qu'on mettait une version idéalisée de soi. Là, je parle en moi-même, en mon nom, mais je ne pourrais pas nécessairement faire une Mary Sue parce que je suis un homme. Mais les femmes, qui, je vous rappelle, composent la majorité des créatrices de fanfiction, décidaient de reprendre ces histoires-là et de s'y insérer dedans pour être capable d'écrire une histoire. Comme je vous dis, moi, quand j'ai été exposé à ce terme-là pour la première fois, c'était une belle chose. Là, avec la montée des productions de culture populaire, comme Rey dans Force Awakens, comme évidemment Wonder Woman avec la réalisatrice Patty Jenkins, c'est un peu moins le cas avec Captain Marvel, malgré qu'on sait que c'est Kelly Sue DeConnick qui l'a écrit. Mary Sue est devenue une attaque. Mais si on regarde historiquement, ça n'a pas lieu d'être, cette attaque-là. L'idée de vouloir participer à la fiction, c'est quelque chose qui est totalement noble. C'est devenu un peu un terme fourre-tout pour ce qu'on appelle les man-babies, les gens qui sont continuellement en train de s'attaquer à la diversité en culture populaire. La Mary Sue, dans les 10 dernières années, ça s'est mal passé. Là, j'ai l'opportunité d'être devant vous pour vous dire, il y avait un moment où c'était vraiment cool. Puis la Mary Sue, ça reste à être vraiment cool. Peu importe ce que ces gens-là sont en train de dire, il y a une tristesse du côté revendicateur de vouloir enlever la politique en culture populaire. Bon, je sais que c'est une position idéologique et politique, c'est la mienne, je ne suis pas en train de généraliser. Il y a des gens qui sont de l'autre côté, qui ne veulent pas du tout qu'il y ait de sous-texte politique, qui ne veulent pas du tout qu'il y ait de sous-texte de représentation dans leur culture pop. Ça, c'est leur affaire, c'est pas la mienne. Moi, je veux être quand même transparent par rapport à comment je me sens. Et comment je me sens devient important quand je vous parle de Mary Sue. Parce que pour moi, Mary Sue, je n'ai pas utilisé cette photo-là pour rien, c'est quelque chose qui donne une forme de puissance aux femmes qui écrivent la fanfiction. Ça dit, tu es tellement forte que tu as le droit d'être dans cette histoire-là. Puis s'il y a quelqu'un qui dit que tu n'as pas le droit de t'insérer dans cette histoire-là, bien, c'est lui qui est dans le tort. Puis je n'utilise pas les prénoms masculins pour rien. C'est majoritairement des hommes qui s'y opposent. C'est correct de faire des Mary Sue, puis même que ça peut servir de tremplin de départ. On commence en faisant la Mary Sue. Parce que, évidemment, vous avez probablement, pour les personnes qui veulent écrire, entendu cette histoire ou entendu cette ligne-là. La première chose que tu fais quand tu commences à écrire, c'est écrire à propos de quelque chose que tu connais. C'est quoi la chose que tu connais le plus au monde? C'est toi-même. Fait que c'est normal que les gens commencent la fanfiction en s'y insérant. On connaît nos propres réactions. Puis quand on écoute des productions culturelles, là, je prends l'exemple télé et cinéma, bien, il y a un fantasme de dire qu'est-ce que je ferais si je t'ai pogné dans une pièce avec Spock. C'est correct, c'est naturel, puis ça n'a pas nécessairement besoin d'être ce gros branle-bas de combat politique-là. Je ferme la parenthèse, excusez, c'est juste que je trouve ça toujours important de parler de la Mary Sue. La science-fiction, j'en ai parlé tantôt, ça peut aller dans des zones très dérangeantes comme Hannibal, comme dans des zones encore plus dérangeantes dans Supernatural. Hannibal, c'est une histoire homo-érotique de cannibalisme et de pourchasse, donc il y a beaucoup de zones pour être capable de faire la science-fiction là-dedans. Et bon, il y a peut-être moins de science-fiction, ou du moins il y a moins d'une évidence de faire de la science-fiction avec Supernatural, mais ça n'a pas empêché les gens de le faire quand même. Le gender swap, j'en ai parlé tantôt. Hop. Le gender swap est aussi une dynamique que je trouve qui est très, très pertinente à notre époque, mais qui n'a pas besoin d'être totalement explicite. J'ai passé l'année dernière à faire de la recherche sur le personnage de Superman, parce que c'était son 80e anniversaire. Je voulais absolument tout savoir avec la sortie d'Action Comics 1000. Je me disais, il faut que je connaisse Superman. Puis il y a un moment, pendant que j'étais en train de faire cette recherche-là, que je me suis dit, mais c'est intéressant, en 1000 numéros, on a exploré énormément des facettes masculines de Superman. Qu'est-ce que c'est une représentation d'un homme? Ça serait intéressant de voir une femme Superman. Puis là, tout d'un coup, je me suis donné un coup de pied en arrière de la tête en constatant qu'il y avait Supergirl. Et quand tu lis Supergirl, c'est complètement un registre d'histoires différent. Tu peux raconter des problématiques qui sont totalement différentes tout en conservant le canon et le canevas du personnage plutôt que le canon. Fait que le gender swap, pour moi, est plus que cette idée-là de prendre les costumes ou de se demander qu'est-ce que Sandra Bullock pourrait faire dans l'armure. C'est cette idée-là de prendre des personnages qui ont été explorés et qui ont été des forces créatrices très importantes
d'originalité, beaucoup d'histoires qui ont été écrites autour de ces personnages-là. Et voyons voir, avec une variation minimale, qu'est-ce qu'on est capable de réensouffler ou réimaginer par rapport à ces personnages-là. Qu'est-ce que ça ferait, par exemple, une femme Hulk en opposition à un homme Hulk? Bien évidemment qu'il y a des situations, il y a des frustrations, il y a des colères qui sont vécues par les femmes, qui ne sont pas nécessairement vécues de la même manière par les hommes. Moi, je trouve que c'est un très bel exemple. Fait en termes de genre, le gender swap est très, très cool. Puis un des meilleurs gender swaps, je trouve, qui est vraiment le fun, c'est celui de Loki, parce que Loki est un dieu, il est essentiellement non pas une forme corporelle, mais étant quelqu'un qui prend forme devant des mortels pour être capable d'être représenté. Donc, ça arrive très souvent que Loki devienne une femme. Loki est devenu homme-femme et s'est transformé souvent dans l'histoire du personnage. Il va de même avec Thor récemment, qui n'est plus un homme dans les bandes dessinées. Thor est une femme dans les bandes dessinées. On a totalement un autre registre d'histoire qui apparaît. J'ai un autre cours complémentaire associé sur la diversité en comics, où une très, très belle case, scénarisée par Jason Aaron, où Thor est maintenant en train... en fait, elle doit lancer le marteau, Mjolnir, et le personnage qui était Thor avant, donc Odinson, regarde le marteau et se dit en lui-même « Wow, le marteau n'a jamais fait ça avec moi. » Comme si le marteau interagissait différemment par rapport à l'avatar qui le contrôlait. Ça, c'est vraiment, pour moi, l'essence même de comment on peut réenchanter des histoires avec, comme je vous dis, des changements qui sont assez minimales. Il y a comme des... Ça, en fait, c'est beaucoup plus par rapport à... Il y a un podcast qui s'appelle Fansplaining, qui partage beaucoup de ressources sur les dynamiques en fanfiction. Puis en 2018, mi-2018, je pense ils ont demandé, ils ont fait un grand recensement, un survey, puis ils se sont retrouvés à regarder les grandes dynamiques. Puis là, ils ont vu, c'est ça, les grandes dynamiques en fanfic, cette idée-là d'une transformation d'un ami amoureux. Il y en a, vous pouvez évaluer à peu près 7000 qui ont répondu à ce questionnaire-là, qui disaient que c'est ça qu'ils font. Les Canon Divergent AU, c'est vraiment, vous pouvez à peu près vous figurer, là, c'est AU, donc un univers alternatif qui diverge totalement du canon. Il y en a. Slow Burn, c'est des longues fanfictions qui, comme le titre l'indique, prennent leur temps pour installer des émotions et brûler lentement cette tension émotive, et souvent plus amoureuse. Les Rescue Missions, c'est un autre genre qui existe. Il y a quelque chose qui est en feu, il faut qu'on aille. Puis on finit par sortir quelqu'un, puis on reprend des canevas de personnages. Bed sharing, on est dans un chalet, tout d'un coup, il y a une avalanche. Shit, il y a juste un lit, une place, il va falloir qu'on dorme ensemble. Ça existe. C'est vraiment cool à lire. Teamwork, maintenant qu'on a dormi dans le même lit, il faut qu'on travaille ensemble malgré qu'on se déteste pour pelleter et sortir d'ici. C'est un autre genre. Fluff, c'est mon genre préféré, c'est celui qui a ni queue ni tête, qui veut juste s'amuser, qui reste dans la légèreté, pour le plaisir de le faire. Puis on se rend à Hurt Comfort, qui est beaucoup plus du registre du SNM, qui est à la fois du Hurt Comfort physique, donc quelqu'un qui se fait mal, puis ensuite qui vient le réconforter, mais il y a du Hurt Comfort émotif aussi. Huddling for Warmth, évidemment, on revient à bed sharing. On n'a pas le choix de dormir dans le même lit parce qu'il faut qu'on conserve notre chaleur. Puis là, tu écris toute cette histoire-là sur ces deux personnalités aux antipodes qui doivent se coller pendant une nuit au complet. Et mutual mining, c'est juste, non pas un amour interdit, mais comme deux personnages qui se regardent de loin et qui sont en admiration, très sensibles, très émotifs, très passionnels, mais qui ne peuvent pas se le dire, donc ils se regardent toujours avec des regards et tout. Le mutual mining, c'est quand même le fun. Là où on se retrouve à avoir des trucs très peu populaires, le rigid format, virtual seasons, le WUMP, metatextuality, c'est quand évidemment le métatexte, c'est quand la fanfiction commence à réfléchir sur elle-même. Le wobblification, c'est quand tous les personnages se mettent à agir un peu comme s'ils étaient en caoutchouc, ça existe. Imagines, vous voyez une des formes très peu célèbres, c'est la fic épistolaire. Donc pour tous les grands fans de Laclos ici, c'est plate, mais les liaisons dangereuses n'ont pas la cote actuellement en fanfiction. Case fixe, ça c'est fou. C'est des gens qui décident de refaire des filières. C'est beaucoup inspiré de toutes les CSI de ce monde, là, qu'on essaie de montrer un cas avec le dossier. Donc, ils montrent un facsimile de dossier criminel, puis ils disent « avec ceci, qui a tué le colonel Moutarde? » Il y a des trucs de même. Ça ne fonctionne pas tant que ça. Puis l'anthropomorphique, là, c'est quand tu te mets à avoir deux chaises qui se parlent. Personnellement, moi, je trouverais ça très cool. L'empowerment, j'en ai parlé, ça fait que je vais pouvoir passer par-dessus, mais cette idée-là que la fanfic, à la fois en termes
de création, mais aussi en termes de représentation, ça permet cet empuissancement, ça permet une reprise des cas de la narration, dire « moi, je ne suis pas représenté dans cette fiction-là, j'aimerais ça qu'il y ait des personnes comme moi », puis on la réécrit. Ça donne une forme de... Je sais que l'expression « empuissancement » n'est pas tout à fait rentrée dans l'usage commun, mais c'est ce qu'on a. Et au final, la règle d'or finit toujours par devenir « qu'est-ce qui te fait le plus plaisir ». Puis c'est là où par exemple, des débats qui existeraient sur le web par rapport à des formes de fandom ou ainsi de suite, à mon avis, deviennent un peu caduques parce que c'est la personne qui crée qui s'assure d'une forme de plaisir. Puis là, on revient à ce qu'on a toujours dit à propos de l'écriture depuis le début des temps. C'est supposé de vous faire plaisir. On est supposé être heureux et heureuse de créer. Puis la fanfiction nous permet et a comme d'abord et avant tout la règle de faire plaisir. Tu fais plaisir à la personne qui le crée parce qu'enfin, ils sont capables de s'exprimer. Tu fais plaisir à la personne qui le lit parce qu'enfin, il est en train de lire quelque chose qui le ou la touche ou qui le ou la interpelle. C'est très important. Fait que j'aime ça terminer avec cette idée-là, que le fandom, c'est supposé de te faire plaisir. Ça peut te faire plaisir dans des étendues assez loin où il y a des gens, par exemple, qui veulent de la grosse émotion. Puis là, ici, avec la grosse émotion, on se retrouve à s'alimenter un peu l'idée platonicienne de la catharsis. On veut les émotions par procuration. On veut brûler les mauvaises émotions dans le feu des grandes émotions artistiques. C'est comme ça qu'on veut s'en sortir. Puis on veut se faire livrer une force de changement, parce qu'il y a aussi ça dans la catharsis. Je pense que c'est Brecht, essentiellement, qui n'arrêtait pas, dans ses pièces de théâtre, d'arrêter cette énergie-là, parce qu'il voulait que les gens ils sortent du théâtre et qu'ils changent. Il voulait pas que la catharsis sorte dans la pièce. Il voulait pas que les gens soient passifs. Ce qu'il voulait, c'est que, en bon révolutionnaire, que tu finis la pièce de théâtre, tu fasses « c'est terrible que ça se passe de même, je vais sortir dehors et je vais effectuer du changement dans le monde ». La fanfiction est un peu ça. Puis la fanfiction va prendre toutes sortes de manières pour se rendre dans une intensité émotive jusqu'à se rendre à vouloir du véritable dommage physique très consentant et agréable, à mon avis. J'en ai eu des grosses soirées de larmes à cause des fanfics. Si vous voulez un peu regarder ce qui est en train de se faire en termes de théorie, je ne peux pas plus conseiller Squee de Rukmini Pandey, qui, elle, regarde les fandoms, les dynamiques de fandom du point de vue elle est indienne. Donc, elle a un regard totalement externe, parce qu'on sait qu'essentiellement, les fandoms majoritaires sont très hétéronormatifs, sont très occidentaux. Elle, une femme indienne qui regarde tous ces mouvements-là, des choses très pertinentes à dire. Sinon, vous pouvez aller regarder des gens qui ont pris une récupération des fandoms. Je pense souvent à Hunger Games quand je vois Emma Gonzalez faire ses ovations publiques. Et ça fait en sorte qu'on se retrouve aussi quand je parle de changement, voir la fanfiction comme quelque chose qui peut nous influencer. Le plus qu'on a l'impression qu'on est valorisé dans notre parole, dans notre prise de parole, le plus que cette parole-là prend de l'importance et qu'on peut, en jouant un peu avec la théorie performative, performer les créations que l'on projette dans le monde. Une fanfiction va nous dire « oui, j'ai le droit de dire ça », puis là, tout d'un coup, tu vas sortir dans la rue, puis tu vas pouvoir enfin utiliser cette énergie-là que la fanfiction t'a amenée en disant « ouais, moi avec, j'ai le droit de le faire ». Le filking, c'est pour les... En fait, pour compléter, je le finis avec le filking, peut-être, c'est tout ce qui est musical. Il y a une pratique musicale de fanfiction qui est super intéressante. Ça s'appelle le filking parce que ça a commencé avec la musique folk, mais on se retrouve à avoir des bands comme ceci, qui est à la fois du Star Wars, Lord of the Rings, puis du Sailor Moon, où ils vont chanter des chansons, bon, ici, je n'ai pas d'extrait, mais qui vont chanter des chansons qui racontent les histoires de ces univers-là, potentiellement, ou peut-être quelque chose qui est totalement différent. C'est plate, j'ai pas mis celle-là, mais il y a... je pense que ça s'appelle Decepticons. C'est un groupe de 16 Transformers. C'est 16 musiciens sur un stage qui jouent... Vous m'excuserez, ça s'appelle pas Decepticons, mais je peux pas me rappeler du nom sur le moment. C'est un big band où ils sont tous en robots de carton puis qui font un spectacle complètement fou, où ils chantent des chansons qui parlent des Transformers. Il y a eu la même chose avec le filking de Harry Potter. Évidemment, il y a eu énormément de filking autour de Star Trek, et il y en a un peu par rapport à Star Wars. J'ai juste un peu écrémé mes slides à la fin. Au Québec, moi, ça a toujours été mon gros terrain de bataille, c'est d'aller fouiller qu'est-ce qui se passe en termes de fanfiction au Québec. J'ai trouvé des trucs d'Unité 9,
J'ai trouvé, comme je le mentionnais tantôt, des trucs de Dans une galaxie près de chez vous. Il y a Christine Hébert qui a écrit le premier livre sur la fanfiction, ou du moins les dynamiques de fandom au Québec. Ça s'appelle c'est sur Dans une galaxie près de chez vous. Vous pouvez trouver ça aux presses de l'Université Laval, où elle a recensé et elle a observé cette communauté de fans autour de Dans une galaxie. La fanfic de Dans une galaxie près de chez vous avec Harry Potter, elle y est recensée, je pense, dans le livre. Sinon, j'ai trouvé un truc de Fortier que j'étais extrêmement surpris qu'il y avait du monde qui faisait la fanfiction de Fortier. Moi, j'ai fait une couple de fanfiction caquiste, mais ça, c'est mon truc. Et récemment, je m'avance-tu? Oui, non. Récemment, j'ai été exposé à des initiatives dans des écoles, si jamais ça vous intéresse. Il y a les 3 acteurs principaux de Pays d'en haut. Donc, Séraphin, Donalda et Alexis. Les acteurs, malheureusement, Vincent, Sarah et Maxime, qui font des ateliers dans des écoles et qui décident de... en fait, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils montent une fanfiction avec les étudiants. Les étudiants et étudiantes la performent avec les acteurs originaux. Puis il y a un mini-documentaire qui existe sur le web qui s'appelle, je pense, Les Passeurs par rapport à ça. Donc, on voit de plus en plus même, ça m'impressionne de voir les actrices et les acteurs faire des trucs comme ça, je crois, bénévolement, juste pour encourager la création, engager la créativité des nouveaux talents ou des nouvelles voix qui s'en viennent. Fait que la fanfiction est aussi un très, très bel outil pédagogique, puis ça commence à prendre du terrain au Québec. Donc, si vous en avez d'autres, je vous encourage vraiment à venir me communiquer parce que j'essaie de lire tout ce qui se fait par rapport au fandom québécois, mais c'est bizarre parce que tu te retrouves à monter sur des plateformes comme AO3 puis tu tapes tous les noms de qu'est-ce qui peut te passer par la tête. Fait que là, tu fais comme, il doit y avoir quelque chose de District 31, puis là, tu tapes District 31. Puis c'est comme ça, il faut y aller à la mitaine pour trouver les fanfics. Et ça se multiplie sur les plateformes. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement sur ces plateformes-là. Ça peut être des trucs qu'il y a du monde qui partage à gauche, à droite, parce qu'il y a beaucoup de ça dans la fanfiction. C'est un partage de l'intimité, c'est un partage de quelque chose qu'on a à l'intérieur et qu'on décide de rendre disponible dans le monde. Fait que merci énormément. Je pense qu'on est pas mal rendu à la période de questions. Ouais. Mais merci, sérieusement, j'espère que c'était aussi le fun pour vous autres que pour moi. Avez-vous des questions? Avez-vous des remarques ou... Moi, j'en ai deux. Je l'ai passé par ici il y a 5 minutes. Ouais. Est-ce que ça arrive, j'imagine que ça arrive, mais que par exemple, des cinéastes s'inspirent de scénarios écrits dans la fanfiction? Comment ça se fait? Est-ce que ça arrive souvent? Puis comment ça s'opère? Bien, j'en ai pas. C'est drôle, j'en parlais avec un de mes amis cette semaine de ça. Ah, pardon. Tiens. Ah non, c'est vrai, ça ne captera pas. La question, c'est essentiellement s'il y a des créateurs ou des personnes qui fonctionnent dans les institutions qui s'inspirent de la fanfiction pour leurs histoires. C'est ça, à peu près. Oui, fait que des showrunners, des réalisateurs, des scénaristes. Non, c'est en train de devenir un gros problème. C'est vraiment intéressant parce que j'ai commencé à voir sur les fils Twitter de quelques créateurs, c'est surtout en comic book que ça a commencé, des gens qui disent « je ne suis pas bête, mais si en convention, tu viens à ma table et tu dis « Hey, j'ai une super bonne idée pour Wonder Woman », je ne vais pas t'écouter. Je vais te shut down, je vais te dire « Va-t'en ». Parce qu'il faut qu'ils se protègent légalement. Fait qu'il y a un grand... Ça devient aussi une très bonne question parce que c'est une grande tension qu'il y a au sein du fandom que les créateurs doivent refuser et doivent refuter qu'ils lisent ces choses-là parce que s'ils disent « Ah oui, je lis AO3, par exemple », et qu'il y a une tournure dans l'histoire qui est similaire à une fanfiction, bien, ils s'ouvrent à un procès. Fait qu'ils sont totalement mûrs de fer, là, toute ferme, où ils doivent se protéger de cette influence-là, en disant « J'ai jamais entendu quelqu'un me faire un pitch parce que mes histoires sont les miennes. » Mais ça fonctionne dans deux directions, cette affaire-là. Parce qu'il y a aussi un grand mouvement de communauté où on veut que nos grandes aspirations, c'est sûr que ça va apparaître dans des moments de vulnérabilité créative comme ça, mais tantôt, qu'est-ce que je disais sur la réparation ou sur les propositions dans des fictions, bien, il y a des propositions qui sont tellement bonnes, par exemple, qu'ils vont recevoir un appui populaire qui va rapidement devenir la pression populaire. Fait que, par exemple,
qu'est-ce que je disais tantôt par rapport à Sherlock et Watson, c'est le cas de brisure où les showrunners recevaient tellement d'attaques personnelles sur le fait qu'ils ne transformaient pas cette relation professionnelle-là en relation personnelle, et les gens étaient furieux. Puis ça fonctionne des deux directions. C'est à la fois, peut-être que vous n'auriez pas dû nous en parler parce que là, on se sent comme si on le fait, bien, on plie à votre pression. Mais là, en même temps, on peut plus le faire. Fait que si la proposition avait juste été envoyée en l'air comme une suggestion, hey, ça serait drôle, peut-être que l'histoire aurait suivi son courant naturel et se serait rendu à cette conclusion-là. Mais là, je pense que c'est Stephen Moffat Stephen Moffat, en toute transparence, s'est très, très mal comporté, à mon avis, dans cette situation-là. Mais il est devenu très agressif en disant « Vous n'allez pas me dire comment écrire ma série. C'est moi qui ai décidé de remettre ça au goût du jour, puis je ne vais pas succomber à la pression populaire. » C'est un enjeu qui est très, très important, mais de créateurs à fans, ils bouchent les oreilles. Ils sont juste comme parce que tout d'un coup, il y a quelque chose qui arrive, puis c'est ça, c'est que le créateur suit le courant naturel de l'histoire, puis il arrive à quelque chose qui a déjà été dit sur Wattpad. C'est un monde légal pas si évident non plus. Ah ouais. C'est une très bonne question. Je suis en train d'écrire une fanfiction des Boys qui se passe après le... J'espère que ça va être coupé. Non, ça sera pas. Qui se passe après le réchauffement climatique. C'est essentiellement les Boys qui essaient de trouver une patinoire, parce qu'il n'y a plus de patinoire au Québec. Fait qu'ils n'arrêtent pas de se battre. J'ai écouté une entrevue sur Radio-Canada qui disait que toute fiction dystopique doit être de la climato-fiction. Tu sais. Si on veut être responsable par rapport à ce qui est en train de se passer avec notre planète, dès qu'on pense un peu au futur, il ne faut plus qu'il y ait de glace. Puis je fais comme, ça serait vraiment plate que les Boys aient plus de glace. Hey, ça ferait une belle histoire. Puis là, c'est rendu que c'est comme la guerre. Il faut que je prenne du temps pour m'asseoir et l'écrire. Il faut que j'aille chercher la permission de ces gens-là, là, parce que ça devient un peu niaiseux. Là, il reste une glace dans le Nord, puis c'est Lancé-Comte qui l'a. Fait que c'est comme les Boys contre Lancé-Comte qui n'arrêtent pas d'avoir des matchs pour la suprématie de cette patinoire-là. Une sorte d'idée assez bizarre. Excusez. J'ai une autre question par rapport à une histoire dont j'avais entendu parler dans je pense un colloque amical sur la série de Mildred. Ouais. Oui, avec l'histoire de la mort d'un personnage, de la mort de Lexa. Je ne sais pas si on a vu la série de Mildred. Puis dans la série, il y a un personnage de femme qui meurt. Et ça a créé vraiment un tollé là, sur Internet. Il y a eu des pétitions qui ont protesté justement contre cette mort-là. J'imagine que je n'ai pas poursuivi en allant voir s'il y avait des fanfictions qui avaient été écrites, mais c'est sûr. Là, oui. Oui. Bien, au-delà du 100, tout ce mouvement-là, ça s'appelle. C'est un mouvement qui est très navrant, qui s'appelle le Bury Your Gaze. Puis c'est essentiellement que 100, je pense que c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Parce que même si on recule jusqu'à Buffy, un exemple que j'utilisais tantôt, la mort de Dawn participe à cette idée-là qu'on a en culture populaire beaucoup trop d'exemples de femmes homosexuelles qui meurent. Et non pas qui meurent dans des circonstances qui sont fonctionnelles dans l'histoire, mais qui meurent comme des coups de théâtre, essentiellement. Puis quand 100 est arrivé, puis qu'effectivement, Lexa est morte, là, c'était le too much. Puis les gens ont, avec raison, fait une espèce de grande montée en disant il faut que ça arrête, ce trope-là est nocif. Mais malgré que, c'est ça, moi, 100, je ne l'ai pas écouté, ça fait que je ne sais pas, mais je sais que Grio Maxwatch, un des showrunners, qui est le gars qui a pas mal pris qui est le gars qui a vraiment pris le coup médiatique. C'est lui qui est devenu le représentant pour la série en disant « On a merdé, on s'excuse ». Bien, lui, il a suivi énormément le dossier, puis je pense qu'il a même tenté de réparer à travers Riverdale. Mais ça encore, ça devient un autre paire de manches, parce que je ne pense plus que c'est lui qui est nécessairement à la tête de la création. Mais toutes ces histoires-là finissent par s'emboîter un peu chez les créateurs, parce qu'ils font « OK, il faut qu'on arrête ça, on s'excuse, on doit réparer ». Là, c'est moins dans la pression populaire, c'est plus dans la responsabilisation individuelle, où ces gens-là, ils finissent par faire « OK, non, on est en train de créer un précédent, on est en train de créer un imaginaire qui est extrêmement nocif ». Fait que je pense pas qu'ils se sont... Je pense que c'est des
crise de conscience. C'est des examinations internes qui ont fait « Oh, il y a des databases. » On commence à voir les listes et les listes de personnages lesbiens mouraient, puis on fait « OK, il faut renverser la dynamique. » Fait que c'est pas nécessairement que la pression populaire a fait, malgré que c'est sûr que ça a aidé, parce que ça a aidé à faire... Oui, ça a rendu ça explicite. Ouh, quand tu le regardes en macro, c'est vrai que c'est impressionnant. Mais il y a eu la même chose aussi avec, moi, dans les années 90, il y avait le mouvement des femmes dans le réfrigérateur, que c'était les blondes. C'était toujours, puis ça commence, ben, c'est peut-être un peu loin pour vous autres, mais c'était autour de Seven, parce qu'on se retrouvait à avoir la tête de la blonde dans la boîte, puis tout ça. Puis cette idée-là de toujours tuer l'épouse comme agrégateur d'histoire, puis dire c'est ça qui fait que ça devient intense. Non, on pourrait trouver d'autres manières de rendre une histoire intense, s'il vous plaît. Ouais. C'est ça, tout le temps. Puis que tu commences à... OK, vous l'avez trop utilisé. Maintenant, ben non, en fait, je ne veux pas encourager les gens à tuer des animaux. Pas du tout, mais on voit John Wick, tout ça, ça part d'un chien. Puis c'est comme... L'intensité est tout aussi forte. Mais c'est précieux, un animal. Tout le monde est précieux. Des questions, d'autres questions? Pour les lecteurs de fanfiction, pour ceux qui aiment en écrire? Les fans de John Wick? Oui. Ben, sinon, si vous voulez plus y aller, bien sûr, à la fin Ou pas. de la... Non? Ben, je sais pas. Non, mais je ne vais pas encourager les gens. Les 15h30, je pense que... Oui, on est dans nos temps. Cheers! Bravo tout le monde. Merci à vous. Je suis avec Jean-Michel Berthiaume. Bonjour. C'est comme ça qu'on m'appelle, bonjour. Oui, c'est comme ça qu'on t'appelle. C'est ton nom complet, doctorant en sémiologie. Ouais. Est-ce que je peux avoir une petite définition rapide de ce terme? Une définition, non, mais un exemple assez rapide que j'offre tout le temps, c'est... moi, par exemple, je vais dire le mot « chaise ». Dans ta tête, il y a une chaise. Tu te construis une image d'une chaise. Moi aussi, je me construis une image d'une chaise. J'essaie de te faire passer cette image-là de chaise, mais ta chaise, c'est pas la même que la mienne. Mais on s'entend que le mot chaise, ça veut dire en affaire à quatre pattes sur lesquelles tu t'assois. Exactement. Fait qu'on regarde ce signe-là, le signe c'est chaise, puis on regarde notre signification. Fait que je regarde la signification derrière l'usage du mot chaise. Sémiose, c'est tout. Fait que par exemple, on va regarder cette chaise-là, ou on va regarder la couleur rouge, ou on va regarder... Moi, je travaille sur la note de bas de page. Je vais regarder c'est quoi la signification de la note de bas de page. OK, bon. Ça ouvre la porte à plusieurs sujets et plusieurs interprétations. Oui, je travaille avec des personnes que leur projet de recherche, c'est sur toutes les armées dans Lord of the Rings. Est-ce qu'ils existent pour de vrai parce qu'ils sont visuels? Parce que... Non, ils existent pour de vrai, ça, je garantis. Tu les as toutes rencontrés, personnellement. Dis donc, une conférence très colorée, très inspirante de ce que c'est la fanfiction. Bon, on a un petit peu effleuré pour initier un peu les étudiants à cet univers mystérieux, d'une certaine façon. Un peu underground, non? Ah non, vraiment pas. Non? Vraiment pas. Bien, en fait, underground, peut-être lorsqu'on n'y a pas accès ou on n'est pas à proximité, ça peut avoir l'air d'une caverne d'Alibaba, mais honnêtement, c'est une pratique qui est extrêmement célèbre, extrêmement populaire et qui, comme je l'ai démontré dans la présentation, qui a 50 ans d'histoire derrière elle. Et même qu'avec ma définition stricte en disant que la fanfiction est qu'est-ce qui s'annonce comme étant fanfiction, donc tu ne peux pas rétroactivement accoler l'expression de fanfiction sur un texte, bien, si tu te débarrasses de cette idée-là, bien, tu te rends compte qu'on a toujours travaillé sur des textes souches, on est toujours retourné et on a toujours voulu participer à des imaginaires qui venaient avant nous. Je pense notamment à la pièce Jules César de Shakespeare. C'est une fanfiction autour du personnage de Jules César. Bon, on ne peut pas l'appeler fanfiction parce que Shakespeare lui-même n'avait pas l'expression. Mais quand on regarde, par exemple, les œuvres des sœurs Bronte, on se retrouve à avoir des textes qui partent d'un constat réel, qui partent de vraies personnes et qu'on décide de réinterpréter, qu'on remet en scène de manière différente. Fait que c'est une dynamique qui vieillit comme le temps. Et un courant qu'on commence à sentir un peu en français au Québec. Ah, je trouve que, bien, surtout mes recherches m'ont porté à croire qu'il y a beaucoup de... Ça permet une ouverture à la culture. Ça permet une familiarisation avec la culture. Puis le truc que j'ai, moi, par rapport au Québec, où j'insiste autant et j'essaie tellement d'encourager les gens à en faire, c'est que c'est une reprise et c'est aussi une affirmation fière de notre culture. Fait que quand tu es rendu que tu fais de la fanfiction par rapport à une production, c'est que tu l'aimes tellement que tu veux qu'elle continue d'exister.